Voilà. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'aimerais chaleureusement remercier nos intervenants. Donc, nous avons Antoine Rémy qui est directeur commercial France d'Ava. Nous avons également Charles Messa qui est directeur de projet chez ANT, donc Autism New Tech. Nous avons Amat NDI qui est cofondateur de Bartech. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas avec Mathéo, donc moi je me présente, je m'appelle Salomé Picard. Je suis du coup enseignante à PSB, je suis aussi en charge de la RSE et c'est avec cette casquette-là que je vous ai contacté aujourd'hui. Et Mathéo, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, c'est Matteo, forcément. J'ai déjà organisé quelques événements sympas comme November, qui était une sensibilisation au cancer de l'homme. On a pu récolter avec des photos un montant de 3 000 euros et on l'a reversé à une association dans la recherche contre le cancer testiculaire. Et du coup, j'aimerais déjà remercier. Déjà, merci à Salomé qui m'a beaucoup aidé pour ce projet, que ce soit pour November, mais aussi pour la super conférence qui va avoir lieu maintenant. Aussi à vous, les intervenants, qui prennent 1 heure de votre temps, c'est super génial de votre part. Mais aussi à tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis, que ce soit PSP, aussi l'administration qui m'a beaucoup aidé, que ce soit même que ce soit le directeur, ou même le service de la communication PSB, pour mettre en avant. Le BDE et le BDS qui ont vraiment fait un travail très, très important au niveau de la communication, qui ont mis en avant cette conférence. J'aimerais vraiment vous remercier. Et justement, là, on est là pour parler de handicap, de le mettre de façon positive, d'avancer des solutions. Et voilà, c'est ça le thème. Et disons que voilà, c'est un sujet assez tabou, pas évident à parler, mais on va essayer de briser la glace aujourd'hui. À vous. Pouvez-vous vous présenter? Alors peut-être avant Mathéo, avant qu'on commence à se présenter chacun individuellement, et on va venir bien sûr rapidement à ça, on aimerait du coup parler d'un point majeur qui est du coup le handicap, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc le handicap, on s'est dit que c'était assez intéressant quand même de revenir sur qu'est-ce que c'est que le handicap de manière générale et quel type de handicap il existe. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a préféré le faire sous forme de schéma pour que ce soit un peu plus simple pour tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types de handicaps. Il y a des handicaps physiques, il peut y avoir des handicaps moteurs, sensoriels ou encore des handicaps mentaux. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième dimension qui n'est pas abordée ni présentée sur cette slide, mais il y a des handicaps qui sont visibles et des handicaps invisibles. Dans les handicaps invisibles, nous avons notamment les troubles physiques, lorsqu'ils sont discrets, par exemple la surdité, la malvoyance, pourquoi pas le daltonisme, ou encore potentiellement des hernies discales, ça peut être quelque chose qui est tout simplement un handicap. On peut avoir des handicaps qui sont aussi tout ce qui concerne les dys, donc tout ce qui va être troubles psychiques ou cognitifs, par exemple la dyspraxie, la dyslexie, les dyscalculies, les troubles du spectre de l'autisme. Et enfin, on a aussi tous les troubles liés à des maladies, par exemple invalidantes, telles que notamment le diabète, la sclérose en plaques, peut-être certaines phases de cancer qui amènent à un certain nombre de handicaps au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de la technologie, je pense qu'il est important de revenir sur certains points et sur sur certaines données. Donc, de manière générale, en France, il faut que vous sachiez que 24% de la population est atteinte d'un handicap et porteur de handicap, selon l'INSEE, et que dans le monde, ça représente 10% de la population, soit 700 millions d'individus. Je pense que ces chiffres sont assez importants à avoir en tête et à considérer si on veut former et créer une société inclusive, la plus inclusive possible. Et on a besoin de vous, chers entrepreneurs, parce que vous menez à bien des projets et des prouesses qui sont juste extra pour tout simplement permettre une inclusion de toutes ces personnes en situation de handicap. Et donc, on a voulu se focaliser sur les nouvelles technologies. Et d'où cette slide où on parle de Handitech, donc le handicap et les technologies, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent améliorer le quotidien de certaines personnes en situation de handicap. Maintenant, à présent, si c'est assez clair, j'aimerais, comme l'a dit Mathéo tout à l'heure, que vous vous présentiez à tour de rôle et que vous présentiez votre projet et ce que vous faites de manière générale. Peut-être que Charles, vous pouvez commencer.
Je viens juste d'ouvrir mon micro. Oui, mon entreprise est née à partir d'un problème familial. J'ai eu un enfant autiste il y a une trentaine d'années. Et comme toutes les familles, j'ai essayé de trouver des solutions. Des solutions que je n'ai pas pu trouver en France. J'ai obligé d'aller au Canada et aux États-Unis pour essayer de trouver des réponses à mes questions. Et cela a été très compliqué. C'est un chemin très lourd pour les familles et très douloureux. En revenant en France, j'ai trouvé quelques solutions dans un institut qui s'appelle Tomatis, connu au Canada, mais pas tellement important à l'époque. Ça m'a aidé à stabiliser la partie sensorielle de mon fils, parce que chez les autistes, tout ce qui est sensoriel est exacerbé, c'est énorme. C'est-à-dire que le moindre bruit est multiplié par 100, par 1000, et les odeurs aussi. Et les autistes aussi peuvent vous dire des vérités, comme c'est mauvais, chose qu'on ne fait pas, vous voyez. Pour que vous compreniez ce qu'est l'autisme déjà, c'est un problème au niveau des synapses. Vous savez bien, les neurones sont liés par des synapses, mais si vous avez deux neurones, je parle de deux, mais ce sont des milliards, ils ne sont pas connectés, vous n'avez pas la parole, vous ne comprenez pas certaines choses, et puis vous vivez soi-disant dans un autre monde. Ce n'est pas qu'ils vivent dans un autre monde, ils sont bien là, sauf qu'ils ne peuvent pas communiquer. Et leur communication est complexe. Parce que c'est comme si vous étiez au milieu de l'autoroute, en pleine vacances, et que les voitures passent d'un côté de l'autre à 200 à l'heure. Vous voyez un peu? C'est complexe. Pour expliquer à peu près, c'est la sensorialité. Ah, vous êtes paumé, vous êtes perdu. Quand vous avez mal quelque part, que vous êtes autiste, que vous ne pouvez pas communiquer, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous avez très 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 mal? Vous vous jetez par terre. Et ça, on appelle ça des crises. Des enfants autistes, des crises ont toujours une cause. Sauf que, comme ils ne peuvent pas communiquer, et la douleur n'est pas interprétée de la même manière que nous, ben voilà, cette souffrance, ils doivent l'exprimer autrement. Et les psys, entre guillemets, que je n'aime pas trop, s'il y en a, désolé, disent 50 000 choses autour de la psychanalyse qui a servi à empoisonner les autistes avec une cinquantaine de molécules, voilà, qui sont données à ces enfants-là, qui ne servent à rien. Et quand je tombe sur un psy, la première chose que je lui dis, c'est un autiste chez les psychiatres ou chez les psychanalystes, c'est comme si moi, en tant qu'homme, j'allais chez les gynécologues. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est mon expérience personnelle. Aujourd'hui, on doit savoir que l'autisme, c'est juste un trouble de communication. Et lorsqu'on parle de retard mental, c'est parce que quand ils étaient tout petits, on n'a pas su les aider. Et aujourd'hui, on a une technologie facile, créée même par un autiste, les fameux iPads ou les tablettes numériques. À partir de là, les images qu'on montre à un autiste deviennent du langage. Vous comprenez? J'ai créé un logiciel qui est franco-espagnol, vous avez entendu mon accent. Ces logiciels, nous l'avons créé pour les aider avec des photos réelles et quelques pictogrammes. Et on a découvert qu'il vaut mieux des photos que des pictogrammes. Pictogrammes, quand ils sont tout petits, ça peut servir sur une tablette. Par exemple, j'ai soif, alors vous avez le verre avec de l'eau et puis la position en train de boire. J'ai faim, j'ai mal, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer. La tablette fait ça et ils amènent vers le langage. Autre chose que j'ai découvert en cherchant un peu partout, c'est Nao, que vous connaissez bien, le robot, qui était français encore il y a quelques années. Le dernier robot français, je l'ai acheté moi. Et après, ça a été vendu aux Japonais. Dommage pour les technologies en France, mais c'est toujours le même problème. On a ça. On a loupé énormément de choses. Lorsque je suis allé aux États-Unis la dernière fois, je peux vous dire que j'ai traversé un couloir et j'entendais français partout. Je me suis dit, mais je suis à Paris ou quoi? Vous voyez, la personne qui m'accompagnait m'a dit, bah, ce sont des Français qui viennent là parce qu'ils ne peuvent pas travailler sur place.
Ici, on nous trouve novateurs. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de temps ici. Hein. Lorsque vous travaillez pendant 2 ans avec l'éducation nationale et qu'on vous dit on ne peut pas vous aider, on ne peut pas continuer à travailler avec vous parce que vous êtes trop novateur, c'est vraiment honteux. Voilà ce que les technologies font gérer aux vieux, entre guillemets, parce que c'est pas l'âge, c'est dans leur tête. Et c'est un problème gravissime parce que pour avancer ici, il faut partir ailleurs. Vous comprenez? Et c'est décevant pour tous ces jeunes d'aujourd'hui qui veulent aller plus loin et qui ont besoin d'aide. Si l'État pouvait mieux faire, ça serait fantastique. Mais il y a la barrière administrative et on s'y perd. Voilà. Les autistes aujourd'hui ont besoin d'aide. Il y en a de plus en plus. Il y a sur 99 naissances, il y en a un en France aujourd'hui. Aux États-Unis, sur 58 naissances, il y en a un avec des troubles autistiques. C'est pas un seul autisme, ce sont des autismes. Vous comprenez? On a des milliards de neurones dans le cerveau. C'est aussi complexe qu'elle est distribuée d'une façon ou d'une autre. Vous avez dû parler aussi de ceux qui sont en dehors de l'autisme sévère, qui ont une intelligence supérieure. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a trop de synapses d'un côté. C'est comme si vous aviez un supracalculateur dans la tête. Et à ce moment-là, vous pouvez même répéter des numéros de téléphone ou faire des équations sans aucun problème. Vous avez bien entendu parler de ça. Des autistes célèbres comme Steve Jobs, celui qui a des troubles autistiques aussi. Aujourd'hui, Bill Gates, avec qui je communique de temps en temps, voilà, sur l'autisme. Et vous aviez Mozart, Einstein, vous voyez. Et tout ça pour vous dire que les capacités de ces personnes-là, on en a bénéficié. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'ils étaient autistes ou qu'ils avaient des troubles autistiques. Aujourd'hui, on les a depuis la naissance, mais ce qu'on fait en France, c'est on les met immédiatement côté handicap. Tu es handicapé, tu restes là, et on verra, on va te faire vivoter. Tu vas essayer d'aller à l'école. Si tu peux pas faire mieux, ben, on verra, tu vas finir dans un foyer de vie. C'est ça l'avenir pour ces jeunes. C'est triste. Mais aujourd'hui, bah, par chance, la Haute Autorité de Santé a découvert petit à petit que on pouvait les aider avec une nouvelle technologie. En parlant de Now robot, puisque Now, ce qu'il fait, c'est stimuler la communication. Ça a été découvert par un Français aux États-Unis en même temps qu'il faisait une expo. Mais Now n'était pas destiné à travailler avec les autistes. Je vous raconte la petite histoire. C'est une maman qui arrive avec 2 enfants, elle voit Now, et les enfants commencent à essayer de parler avec Now, mais avec un langage bizarroïde. La mère se met à pleurer. Ce jeune ingénieur lui demande pourquoi vous pleurez, madame? Il dit, mes enfants, les 2 sont autistes. Je n'ai jamais vu mes enfants essayer de communiquer. Et à partir de là, il y a un programme qui s'appelle Ask Now, dans l'autisme. J'ai travaillé avec. Malheureusement, une fois Now vendu aux Japonais, les Japonais ils ont abandonné le programme et j'ai pu le récupérer. Voilà. J'ai continué à travailler sur cela et j'ai travaillé avec des jeunes enfants et même des adultes. Les plus âgés avaient 63 ans. Jamais diagnostiqué autiste. Vous voyez, son père 90 ans, très inquiet. Vous voyez, toutes ces choses-là sont gravissimes. Et ce que je veux dire, c'est que ces nouvelles technologies pourront aider ces enfants-là à partir de l'âge de 3 ans et demi, lorsque la plasticité cérébrale, est là, ils pourront communiquer et même parler. C'est ce qui a été découvert aux États-Unis et maintenant on l'accepte en France et on commence à travailler. Sauf que on a, j'ai pas toujours des vieux dans leur tête qui continuent avec la psychanalyse à détruire ces enfants. Et j'ai dit le mot détruire parce que si on les aide pas, il y aura un retard mental. Ils ne pourront pas aller plus loin. Mais si vous les aidez tout petits, avec une nouvelle technologie, ils pourront aller plus loin. Pour parler de mon entreprise, je suis en train de fabriquer actuellement un fauteuil sensoriel qui va s'occuper de la diète sensorielle qui est née aux États-Unis il y a 6-7 ans. Ce qu'il fait, c'est les stimuler pour qu'ils puissent trouver un équilibre sensoriel. Je travaille sur ces fauteuils avec Dassault Systèmes.
J'ai aussi un projet de vêtements connectés. Parce que comme ils ne peuvent pas exprimer la douleur, et ça c'est gravissime et très difficile pour leur avenir, je me suis dit que tout simplement un vêtement connecté pourrait communiquer. S'ils ont de la fièvre, s'ils sont des battements cardiaques au-delà de la normale, s'ils ont des crises au niveau de l'estomac, s'ils ont une substance qui est très connue, la chlorine, au niveau de la transpiration, qui provoque des crises. Ces crises-là, on peut le prévenir en disant trop de chlorine, on va stabiliser la personne et on va l'aider. Les jours où ils ont une fièvre, qu'ils dorment dans un de ces foyers, je connais puisque j'administre actuellement des foyers et une association qui est très connue en France, bah, mon Dieu, il y a des morts. Ils meurent les nuits, on ne sait pas pourquoi, mais on le retrouve le lendemain. Parce que s'il ne veut pas communiquer, il va rester au lit et puis voilà. C'est très douloureux pour les familles. Et la solution pour moi, c'est le vêtement connecté. C'est très simple. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, avec ça, une montre, j'ai mon électrocardiogramme, j'ai mon taux d'oxygène, mes battements cardiaques. Voilà, c'est tout simple. La technologie est tout simplement de l'innovation. Et c'est ce que j'essaie de faire avec l'autisme. Je vais vous montrer un exemple. Vous connaissez tous ça, le téléphone. Et peut-être que vous n'avez pas connu ça. Ça s'appelait un PDA. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Bill pardon, j'ai parlé de Bill Gates. C'est Steve Jobs. Je vais mettre ça dedans. Et comme ça, j'aurai un seul objet. Vous voyez? C'est ça l'avenir. Vous, les jeunes, vous êtes au 21e siècle. Vous pourrez aller plus loin. Encore plus loin. Aujourd'hui, on va plus vite. Si je vous donne un exemple, les vaccins, ils ont fait peur pour dire quelque chose aux gens parce que ça est allé très vite. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, on a la biologie moléculaire, la bioinformatique et que tout va plus vite. On va pas mettre 10 ans pour analyser un vaccin. Voilà. Et on ne sait pas parler aux gens, malheureusement. C'est triste, mais bon. Les nouvelles technologies feront énormément des choses pour l'être humain, pour le handicap. Vous avez vu que déjà, on peut les aider pour la vision. Ça existe aujourd'hui. Vous pouvez avoir aujourd'hui aussi un rein artificiel au lieu de souffrir à l'hôpital à chaque fois que vous faites des transfusions sanguines. C'est terrible, ça, c'est douloureux. L'avenir est là et puis continuons avec la tech et bonne chance à ceux qui continuent dans l'informatique à essayer d'aller plus loin. Tout est plus simple aujourd'hui puisque les vieux, nous avons commencé avec des bases, ça vous parle. C'était un logiciel tout bête qui fonctionne encore aujourd'hui, mais aujourd'hui vous avez des possibilités énormes, ça va plus vite. Et essayons de les aider et de continuer à améliorer leur vie. C'est ce que j'essaye de faire en créant ces prototypes qui verront le jour l'année prochaine. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors oui, il y a eu une question qui vous a été posée, mais je pense qu'on vous les posera après. Comme ça, ce sera le temps vraiment d'échange avec tout simplement les étudiants qui nous regardent. On a hâte de voir ces prototypes. On a hâte de voir ces prototypes l'année prochaine. Antoine, Plaisir. je vous laisse vous présenter et présenter Ava. Avec grand plaisir. Merci Salomé, merci Charles pour votre histoire. Donc moi je suis Antoine, je suis directeur Europe d'une solution qui est destinée à des personnes sourdes ou malentendantes, qui s'appelle AVA, donc pour l'accessibilité visuelle de l'audio. Ça a été créé par un jeune Français qui s'appelle Thibaut Duchemin, qui a 31 ans, qui a fait une école d'ingénieur et qui connaît très bien la culture sourde, comme on dit, parce qu'on parle de culture sourde, puisque sa langue natale, c'est la langue des signes française. Il l'a apprise parce que ses parents lui ont appris. Ses parents sont sourds signants, non oralisants. Donc c'est pour ça qu'on ne dit jamais un sourd muet, parce qu'un sourd peut oraliser. Donc à proscrire de votre vocabulaire. Vous avez différentes catégories de sourds.
on peut en parler après si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, Thibaut a vécu, faut s'imaginer un enfant qui a répondu au téléphone à la place de ses parents, hein, parce que lui était entendant. Sa sœur est sourde également. Donc, on a rapidement des responsabilités d'adultes quand on est enfant, quand on doit devenir l'interprète en langue des signes française de sa famille, parce qu'il faut les accompagner à la banque, chez l'avocat, chez le médecin, dans toutes les situations de la vie en général. Puis un jour, il a quitté le foyer familial pour se consacrer à ses études. Il est parti aux États-Unis, il a rencontré Skinner à Berkeley University. Skinner, c'est un Taïwanais qui est sourd non oralisant. Et c'est de là qu'est né en fait Ava. Ils se sont dit, mais c'est quand même, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour briser les barrières de la communication de plus de 450 millions de personnes dans le monde. C'est 5% de la population mondiale concernée, sourds ou malentendants. En France, il y a 7 millions de personnes concernées par un problème de surdité. Donc c'est plus de 10% en fait de la population française. Et en 2050, il va y avoir dans le monde à peu près entre 10 et 15% des personnes qui seront concernées par un problème d'audition. Donc il y a un vrai enjeu pour les personnes sourdes ou malentendantes aujourd'hui, c'est d'accéder à la communication. Donc Charles a parlé de communication tout à l'heure. Nous, c'est un peu le même credo sur un handicap invisible, parce qu'on ne peut pas savoir si les personnes sont sourdes ou malentendantes, ça ne se voit pas. Vous avez des sourds profonds de naissance, des sourds par accident, des malentendants également de naissance. Et puis avec l'âge, c'est pas uniquement lié à la vieillesse, mais on perd également de l'audition comme ça au fur et à mesure à partir d'un certain âge. Et nous, on a donc déployé des solutions pour toutes les situations de vie avec de la transcription écrite automatique en temps réel, avec une intelligence artificielle sur la reconnaissance du timbre de la voix. Donc là, vous voyez, j'ai en fait déjà activé pendant cette visioconférence Ava. Vous ne le voyez pas parce que je ne partage pas mon écran, mais peut-être que j'ai l'occasion de le faire maintenant. Si je sais partager un écran sur cette... voilà, ok. Donc, je pense que vous voyez mon écran aujourd'hui. C'est bon. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, tous les propos de Charles, si vous voulez, ont été déjà transcrits automatiquement, ceux de Salomé également. Voilà, donc je suis en fait en train de capter les voix automatiquement des personnes en visioconférence. Donc on a un outil généraliste qui va permettre d'avoir de la transcription écrite. Ça va faire des fautes, c'est normal. C'est une intelligence artificielle. Parce que finalement, on peut se retrouver dans n'importe quel système de visioconférence, lancer Ava et pouvoir suivre. Parce que évidemment, si je vous plonge dans un monde de sourds, c'est assez facile pour moi de faire. Il suffit que je coupe mon audio. Donc, vous allez en fait réellement vivre en live pendant ce rendez-vous ce que vivent les sourds ou malentendants. Juste avant, ce qui se passe dans des visioconférences, c'est ça. Vous ne me voyez plus, vous voyez. C'est triste parce que si vous étiez en lecture labiale, vous ne pourriez pas suivre ce que je dis en fait en visioconférence. Et beaucoup de personnes coupent leur caméra. La deuxième chose, c'est qu'on porte des masques aujourd'hui. On est obligé d'en porter. Et donc, la lecture labiale, ce n'est pas non plus dans la rue, en visioconférence, dans tous les contextes, les situations de vie. Et vous voyez que malgré tout, même si je cache ma bouche, en fait, parce que j'ai mon micro qui est près de ma bouche, c'est de l'audio, ça permet de transcrire, en fait, automatiquement. Donc là, je vais vous plonger dans un monde de sourds. Vous allez voir que vous allez avoir un électrochoc, mais... Je reviens vous revoir avec l'audio. Donc, je vous ai fait probablement vivre un moment assez fort. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cet outil, mais je peux toujours. Si je l'agrandis, je peux vous inviter à être transcrit. Je peux améliorer la précision avec le service Scribe, qui est un service qui permet en fait d'avoir une oreille humaine, un correcteur humain, donc un intervenant qui va corriger les fautes du robot en temps réel pour avoir une meilleure qualité de transcription. Et puis, si vous êtes vraiment très fort en suédois,
eh ben, en fait, je vais commencer à vous parler en français et vous voyez que je peux avoir de la traduction automatique en suédois. Donc, j'invite à tous les personnes qui connaissent le suédois de vérifier la qualité de la traduction, ou en turc, ou en chinois, ou en coréen. Voilà, il y a plus de 15 langues qui sont disponibles en traduction, mais également, donc je vais revenir hop, en français, voilà, français, et je peux très bien passer d'une langue, en fait, à une autre, en transcription également. Donc, so now you see I'm speaking English, with a translation in French. But I could speak English, okay? I'll just stop the translation right now, okay? No translation, and I'm just speaking English. So my name is Antoine, I work for Ava, and I live in Toulouse, and I love drinking wine. Et je reviens, et à tout moment, je peux exporter les sous-titres, c'est-à-dire enregistrer en fait tout le fil de cette conversation, de cette discussion dans mon ordinateur pour pouvoir relire les notes, les partager. On a pensé également aux personnes oralisantes, donc non oralisantes, pardon, hop, qui peuvent écrire également, parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer autrement que par l'écrit, parce qu'elles ne peuvent pas parler, donc elles peuvent taper également. Voilà, donc ça, c'est un logiciel qui est téléchargeable sur Mac ou Windows. Hop, j'arrête le partage. C'était juste pour vous faire vivre ce que l'on aujourd'hui ont proposé justement. C'est de la nouvelle technologie, de la pure. Au départ, Thibaut Duchemin voulait créer un gant connecté, d'accord, qui permettait de faire du sous-titre. Il a rapidement vu que ça allait coûter très cher. Et il a abandonné le projet parce que ça allait être très très long, probablement 10 ou 15 ans. Et en 2013-2014, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, le Google, qui s'appelle Siri, que vous utilisez certainement dans votre quotidien, une reconnaissance vocale. Et donc, en fait, on a utilisé cette technologie pour justement la mettre à profit des personnes sourdes ou malentendantes et à une échelle mondiale. Voilà pour une petite présentation de ma part. Merci beaucoup, Antoine, pour cette très belle présentation et puis pour cette... mise en condition et cette expérience que vous venez de nous faire vivre et pour cette belle démonstration aussi du fonctionnement d'Ava. On aura bien sûr disponible sur iOS ou Android. Et puis plus en détail. Disponible sur mobile également. Hein. Disponible du coup sur Android également. Amat, je te laisse prendre la parole et présenter du coup Bartek et te présenter. Ça marche. Bonjour à tous. Merci Salomé pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous pour parler de ces sujets-là, du handicap et de l'innovation. Les personnes handicapées, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Ce sont nos familles, nos amis. Pourquoi vous et moi? C'est parce que voilà, avec la vieillesse, ça peut arriver. C'est parce que ce sont nos amis. C'est parce que c'est des membres de notre famille. Mais si on essaie de voir encore plus loin, on verra que finalement, quand on parle du handicap, on parle de l'inclusion de personnes discriminées, de personnes qui sont plus ou moins exclues de la société. Et à ce niveau, voilà ce qui montre en quoi le sujet nous concerne tous directement. Parce qu'on est dans un monde où l'exclusion, la discrimination a différentes formes. Les femmes sont concernées, c'est la moitié de l'humanité. Les Noirs sont concernés, c'est une bonne partie de la population mondiale avec le racisme. Les personnes grosses sont concernées avec la grossophobie. Pareil que c'est même, ils sont plus discriminés que les personnes handicapées. Avec l'antisémitisme, on pourrait dire que les juifs sont concernés, ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on est tous victimes de la discrimination. Donc, quand on parle du handicap, on parle d'inclusion. Donc, on parle de vous et de nous. Après, la technologie aussi, c'est nous. La technologie, c'est les étudiants de PSV qui, demain, soit vont faire la technologie ou manager des équipes en rapport avec la technologie. Donc, c'est vraiment deux sujets qui nous concernent directement et je suis ravi d'en parler avec vous. Qui suis-je pour répondre à la question de Salomé? Je suis celui qui veut faire du monde un endroit où la différence est sublimée. Car encore aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui est plutôt pénalisant. On y reviendra. Mais je suis aussi celui qui veut faire du monde un endroit où l'inclusion de tout un chacun, malgré ses différences, est effective. Et là aussi, cela nous concerne tous.
Après cette introduction et cette présentation qui voulait surtout attirer votre attention, moi c'est Amath Ndiaye, je suis cofondateur de Bartech, je suis sénégalais, je suis en France depuis 2009, j'ai eu un master en informatique où j'ai travaillé pendant longtemps dans le privé pour des entreprises comme Canal+, SNCF, Bouygues Télécom, de grosses sociétés françaises en tant que développeur d'applications mobiles. À la suite de ça, j'ai travaillé pour une association de personnes handicapées pendant 3 ans et c'est une expérience que je chéris parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses, la réalité des personnes handicapées, leurs besoins et plein d'autres choses similaires. Maintenant, pour parler de ce que je fais, je vais rappeler le chiffre de 24% de personnes handicapées, ce qui est énorme, une personne sur 5 au niveau mondial. C'est vraiment pas à négliger. Et à côté de ce chiffre, je vais vous demander de m'en donner un pour que ce soit un peu plus interactif. Allez-y, quel est à votre avis le nombre de sites et d'applications que les personnes handicapées peuvent utiliser de manière totale et autonome? Allez-y, mettez des chiffres. Selon vous, combien d'applications tout le monde peut utiliser? Voilà. Est inclusive. Alors, attendez. Allez, alors, moi, je veux bien participer. Antoine. Comme ça fera les paris. Pour tout type de handicap? Ouais. Si on est tous les... je vais me planter. 8000. Ouais. Bonjour. Alors, on a une. OK. Très bien. Donc, je vais donner la réponse. Seulement 4%, d'après les statistiques les plus pessimistes. Et pour les plus optimistes, on est à 10%. Rendez-vous compte, on est à l'ère du numérique, où tout passe par le numérique. Là, vous êtes en train de suivre une conférence grâce au numérique. Mais le numérique ne s'arrête pas là. Le numérique, c'est notre vie aujourd'hui. C'est le travail, c'est les loisirs, c'est la culture, c'est l'éducation. Et dire que pour 24% de la population, ils ont accès à 10% des numériques, ce qui est problématique. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que pour qu'un site ou une application ou n'importe quel produit numérique puisse être utilisable par des personnes handicapées, il existe des règles et des normes que le développeur doit respecter dans son code. Par exemple, une personne aveugle va naviguer grâce à lui. OK? Donc, le principe, c'est que quand un sens est handicapé, on passe par un autre. Donc, les personnes aveugles vont naviguer grâce à lui avec des logiciels qui vont tout retranscrire à l'oral et tout. En ce moment-là, pour que ça fonctionne, il est essentiel que dans votre code, vous respectez des règles et normes qui sont encore aujourd'hui très peu connues. Prenons le cas des personnes sourdes. Antoine en parlera mieux que moi, mais là aussi, il est nécessaire que si vous avez des vidéos, des contenus disponibles au format audio, que ceux-ci soient disponibles au format textuel ou via langue des signes. Je pense par exemple aux radios françaises. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, malgré l'essor et le succès des podcasts, il n'y a pas une seule radio française qui propose la transcription de ces podcasts. Plus de 13% de la population qui sont ainsi handicapés. Une personne sourde qui s'intéresse à la culture, à l'histoire ou à n'importe quel sujet, il va aller sur France Inter ou une radio qui est la référence, il ne pourra pas en profiter. Cela est problématique. On ne va pas faire le tour des handicaps, mais pour chaque handicap, il existe des règles et des normes à respecter dans le développement du site pour que celui-ci soit totalement accessible et utilisable par les personnes handicapées. J'ai découvert ça au cours de mon expérience chez Jack7, donc l'association de personnes handicapées pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans. Comme je disais, c'est un sujet qui est peu connu, qui est très peu abordé dans le cadre de la formation des développeurs et ingénieurs. Et résultat, il n'y a que 10% des sites et applications qui sont accessibles. Un enjeu de liberté et d'autonomie pour les personnes handicapées, parce qu'on est à l'ère du numérique où tout passe par le numérique, mais aussi un enjeu d'employabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes handicapées, c'est le double de celui des valides, mais un des principaux problèmes aussi à leur employabilité, c'est l'inaccessibilité numérique. Comment est-ce que je vais embaucher une personne handicapée s'il ne peut pas utiliser les produits numériques avec lesquels on travaille? Donc, un problème aussi, c'est que l'inaccessibilité numérique, ça vient verrouiller des métiers qui sont pourtant totalement compatibles au handicap. Prenez celui d'animateur radio. Je connais un jeune aveugle passionné de musique qui voulait être animateur radio, qui n'a pas pu. Vous savez pourquoi? Parce que rien n'est accessible dans ce domaine. Vous voyez? Je connais aussi une personne aveugle qui est kinésithérapeute, qui fait très bien son métier. À un moment, son métier s'est retrouvé menacé. Vous savez pourquoi? Parce que le logiciel qu'il utilise pour enregistrer les opérations et tout, il y a eu une mise à jour. Le logiciel n'est plus accessible.
Donc, voilà ce que fait Bartek. Donc, Bartek est une société en informatique qui développe des sites et applications pour des clients et qui va systématiquement et nativement leur garantir l'accessibilité numérique. Cette solution, cette offre n'existait pas encore sur le marché français. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose. Ça veut dire que n'importe qui vient nous voir, il veut développer un site, une application. Systématiquement, on lui garantit l'accessibilité à tous. En plus de réaliser, et sur la réalisation, on a de belles références des grosses associations du handicap en France qui partagent cette valeur, des fondations, des fédérations, des entreprises sociales. Sinon aussi, on fait du conseil. Donc là, on va accompagner de grosses entreprises qui, elles, ont leur propre équipe IT. Elles ont leurs développeurs, donc elles n'ont pas besoin qu'on développe pour eux. Par contre, ils ne savent pas comment rendre leurs produits accessibles. Donc là, on va les accompagner par un audit, si le site ou l'application existe déjà, ou dès la conception, voilà, pour les aider à bien le faire, le tester, le valider. Et là aussi, on a de belles références comme AXA, comme Assystem, qui est une entreprise CAC 40. Mais il y a aussi des entreprises sociales, des startups pour lesquelles on travaille. Il y a Webforce 3, il y a Wenabi, il y a Gift for Change, il y a La Ruche, il y a Live for Good. Il y a plein d'entreprises sociales aussi qui partagent cette valeur d'inclusion, qui elles aussi, voilà, cherchent à trouver des solutions pour garantir l'accessibilité numérique de leurs solutions. Donc, voilà ce qu'on fait chez Bartek. On a un troisième axe sur l'innovation et c'est là où vraiment ce sujet me plaît beaucoup, où on essaie d'utiliser l'innovation et notamment l'intelligence artificielle, Antoine en a parlé, pour essayer là aussi d'apporter des solutions innovantes à la question de l'accessibilité numérique. Voilà. Merci, hein, une super présentation. Il y a même des questions que je voulais vous poser que vous avez répondu tous. Et bien justement, je vais vous poser une question qui est, à votre avis, donc la voici, faut-il savoir ce qu'est l'handicap? Donc par exemple, avoir un proche, un ami atteint, je dis porteur d'handicap, je préfère dire porteur d'handicap qu'handicapé parce que pour moi, si on dit handicapé, on réduit la personne à ça et c'est pas ce que j'ai envie de dire. Et du coup, la question, c'est, est-ce que du coup, si je veux créer maintenant, demain, admettons une entreprise en handicap, vous allez même lister plusieurs besoins, parce que par exemple, tout à l'heure, on parlait, je vais y arriver. Bon, je vais juste poser la question simplement. Est-ce qu'il faut savoir ce qu'est l'handicap pour ouvrir une entreprise dans le handicap? Et qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Messa, par exemple, qui voulait reprendre la parole? Disons que on n'est pas obligé d'être vraiment, que ce soit dans la famille ou dans le handicap, pour comprendre le maximum. Mais déjà, les bases, on peut les avoir si on a un peu de cœur. C'est tout. C'est un peu d'humanité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsque un psy donne certaines molécules à des autistes, par exemple, il est en train de détruire son cerveau. Et cette personne va devenir violente lorsqu'elle aura consommé ces médicaments pendant 10 ou 15 ans. Et ils vont se dire, c'est l'autisme. C'est faux, ce n'est plus l'autisme. Ce sont les médicaments. Il y a même des médicaments qui ont été donnés qui malheureusement aggravent l'autisme et qui donnent des enfants autistes lorsque ces médicaments ont été donnés à des femmes enceintes. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais si vous avez de l'humanité, vous pouvez aller très loin. C'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre le handicap. Les autres intervenants, vous souhaitez mettre un mot? Oui, je veux bien, parce que moi, je ne suis pas du tout issu du milieu du handicap. En fait, je l'ai découvert il y a 9 mois avec Ava. Donc, depuis 20 ans, je travaille pour des différentes startups dans la conduite du changement, les stratégies de B2B, tout ci, tout tralala. Et en fait, la rencontre avec Thibaut du chemin m'a totalement bouleversé. Son histoire, elle m'a bouleversé. Et donc, Charles parle d'humanité, et c'est exactement ça. C'est pas... c'est un chemin de vie. En fait, il y a des cycles, je pense, dans son parcours professionnel que l'on peut avoir. Et là, c'est très personnel, hein, pour le coup, ce que je vous raconte. J'ai jamais été confronté à qui que ce soit, à part ma maman qui a 75 ans, éventuellement un appareil auditif, comme beaucoup d'autres personnes. Et le fait de rencontrer, de découvrir cette culture sourde, parce qu'il y a une vraie culture sourde, hein, c'est comme si on partait tous en voyage en Ouzbékistan,
je vous invite à découvrir la langue et la culture ouzbek. Bon, moi je la connais pas, mais la culture sourde, c'est la même chose. Il faut apprendre, il faut comprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'après point de vue plutôt professionnel, dans les dispositifs existants, finalement, pour les sourds ou malentendants, il n'y en a pas tant que ça. Et quand je regarde les entreprises qui ont créé, vous avez grossièrement 75% des entreprises qui ont créé des solutions pour des sourds malentendants, mais qui n'ont pas un handicap. Les créateurs n'ont pas un handicap en soi. Vous voyez, ne sont pas forcément issus de cette culture-là, mais ils ont amené de leur côté des idées, d'accord. Donc il n'y a pas de concurrence. Ils sont plutôt on est tous plus ou moins des solutions complémentaires, parce que ça dépend des situations. Chaque situation est spécifique, elle est personnelle. Dans tous les cas, ce que l'on fait, c'est que le terme humanité, j'aime bien, mais c'est surtout amener de l'autonomie pour les personnes dans la communication. On ne dépend plus finalement de son frère ou d'un papier et d'un stylo pour s'exprimer, d'accord. Et c'est de l'accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je suis libre dans ma communication. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de venir du milieu du handicap pour travailler dans le handicap, mais que finalement, quand on met un doigt dedans, finalement comme ça, et ben on est aspiré, on est entraîné de tout corps. Et il faut beaucoup de passion, surtout transmettre énormément de passion et comprendre les futurs utilisateurs, en l'occurrence pour AVA, parce qu'il faut bien déterminer quels sont les besoins. Et on est extrêmement proche des utilisateurs, puisqu'on se retrouve en fait chaque semaine, par exemple, avec l'équipe produit qui est basée aux États-Unis, à remonter les différents insights de nos utilisateurs, parce que c'est pour eux, ça leur est destiné. Et donc, on améliore en permanence l'outil chaque semaine. D'autres éventuelles réponses? Ah, je vous entends pas. C'est bon. C'est parfait. Ah. Donc, pour apporter ma contribution aussi par rapport à cette question, faut-il savoir ce qu'est le handicap pour ouvrir une entreprise dans le handicap? J'ai envie de répondre déjà que le handicap, c'est pas une chose, quoi. Le handicap, c'est différents handicaps déjà. Dans chaque famille de handicap, il y a différentes catégories. Donc, Salomé a donné l'exemple en parlant de la dyslexie et de tout ce qu'il pouvait y avoir. Notre ami Charles aussi l'a fait quand il a parlé de l'autisme. Donc, c'est des troubles autistiques. Donc, on ne peut pas dire le handicap, donc, parce que le handicap, il est divers. Une fois qu'on sait ça, on se rend compte que bon, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître tous les handicaps dans les moindres détails. Première chose. Deuxième chose, quand on veut aider les personnes handicapées, c'est en fonction des domaines. Les personnes handicapées ont envie d'être intégrées dans la vie sportive. Les personnes handicapées ont envie d'être intégrées dans la vie sociale. Les personnes handicapées ont envie d'être intégrées par rapport au numérique, vous voyez, pour avoir l'accessibilité du bâtiment. Donc là aussi, on se rend compte que voilà, c'est plusieurs sujets. Maintenant, je pense qu'il est important au minimum de bien connaître le handicap par rapport à ce qu'on veut faire. Par exemple, si, comme nous, on fait de l'accessibilité numérique, il est important de connaître le handicap, ne serait-ce que par rapport à son domaine d'expertise. Vous voyez? Donc ça, pour moi, c'est ce qui est nécessaire. Au-delà de ça, ce que je vais rajouter et qui est général, c'est que quel que soit le domaine, plus on en sait, mieux c'est, que ce soit nécessaire ou pas. Par exemple, moi, je suis un expert de l'accessibilité numérique. Je n'ai pas besoin de forcément m'y connaître dans l'accessibilité des bâtiments. Mais si je connais la question de l'accessibilité des bâtiments, ça vient être un argument supplémentaire. Parce qu'actuellement, avec la crise, ou même sans la crise, quand on ne peut pas se déplacer, je pourrais rajouter à mon argumentaire face à un client le fait que, mais écoutez, même si vous avez un guichet où les gens peuvent venir acheter, malheureusement, les personnes handicapées, ils n'ont pas accès à votre bâtiment. Donc voilà, c'est un plus. On ne peut pas tout savoir, mais au moins, je pense qu'il est important de bien connaître son domaine. Si. Bon, j'ai une super question qui a été posée dans le chat. Et c'est, admettons, en cas pratique, je suis étudiant à PSB. Comment je fais, par exemple, soit pour aider une personne atteinte ou porteuse de handicap, ou même si je veux m'intéresser à l'handicap. Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Alors, il existe des associations en France. Voilà, déjà, ça c'est le premier point, des différentes organisations.
Donc, vous pouvez toujours donner de votre temps pour ces associations. Alors, moi, je vais parler uniquement de la surdité, évidemment, parce que c'est mon domaine. Et, par exemple, apprendre déjà les 50, c'est un peu comme les premiers gestes de premier secours. Hein, vous savez, malheureusement, en France, on nous apprend pas ça. Je pense que c'est un autre débat, mais je pense que dès le primaire, on pourrait nous apprendre les premiers gestes de secours pour sauver des gens. Et ben là, c'est la même chose. En fait, on pourrait apprendre déjà les 50 premiers signes pour communiquer. Hein, savoir dire bonjour, merci, au revoir, comment ça va, et ainsi de suite. D'accord ? Et également, éventuellement, d'avoir le choix de la langue des signes française à apprendre à l'école. Pourquoi pas ? On a bien de l'allemand, de l'italien, de l'arabe, du portugais, du russe et du chinois. Pourquoi on n'a pas la langue des signes française ? Savoir que la langue des signes française, c'est une langue unique, avec comme j'ai déjà dit, sa propre culture, hein, ses propres. Elle est différente de la langue des signes aux États-Unis, d'accord ? Ce n'est pas universel la langue des signes française, donc c'est très culturel. American Sign Language est totalement différent de British Sign Language, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que les étudiants peuvent éventuellement faire de leur côté, donner de leur temps, et surtout. Alors dans les universités, les écoles, aujourd'hui, on voit qu'il y a des preneurs de notes, d'accord, c'est très bien. Mais il y a également des missions handicap, d'accord. Dans les organisations, il y a une obligation en France, en tout cas pour les entreprises d'organisation de plus de 250 salariés, par exemple, et cette loi existe depuis quand même pas mal d'années, d'avoir un référent handicap. Bon, je ne vous dresse pas la liste des entreprises qui n'en ont toujours pas. Malheureusement, parce que ça prend du temps. Et d'un côté, il faut former aussi les entreprises. Donc, on a besoin de consultants, des gens qui orientent, qui aident, parce que le handicap peut faire peur. Les gens sont pas familiers avec, donc c'est compréhensible. Voilà, globalement, comment on peut aider au quotidien, en tout cas dans mon sens. Quelques idées. Super. Moi, je suis d'accord avec vous. D'autres réponses? Monsieur Messa. Oui, si on veut approcher le handicap, c'est par les associations. Et puis, c'est vrai, ce qui disait M. Antoine, c'est le problème aussi, c'est la base. Il y a tellement de choses à faire qui n'ont pas été faites. Bon, ça dépend de la culture. Mais par exemple, moi, j'étais scout et j'ai appris le secourisme. Je devais avoir 7 ans. Vous voyez? Après, la suite, j'étais membre du Lions Club et d'autres associations où j'ai pu faire des choses pour le cancer, pour l'autisme, et j'ai continué. Et dans ces associations, on apprend à connaître de près le handicap et le besoin aujourd'hui. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, on a plaisir en tant que, puisque j'ai un autre métier à part, je suis adjoint au maire à la santé de ma ville, je vais ouvrir l'année prochaine une unité maternelle pour enfants autistes. Vous direz, ça me concerne, non, puisque mon fils, il est déjà adulte, mais j'ai le plaisir de pouvoir créer ça pour des enfants qui ont 3 ans et demi, qui puissent avoir une meilleure vie. Et je me suis dit, voilà, Nao va être présent dans cette classe. Le logiciel Pictoplus qui permet aux enfants de s'exprimer, même s'ils n'arrivent pas à avoir des mots, mais les images peuvent faire sortir du logiciel des phrases, c'est pas comprendre. Voilà. C'est en allant vers les associations qu'on peut apprendre à connaître mieux le handicap et puis à faire plus. Et il faudrait aussi que dans les écoles, on puisse avoir plus de communication et montrer que le handicap, c'est juste une couleur de plus. Voilà. Et donc, pour compléter aussi sur ce point, voilà, je dirais que c'est comme n'importe quel domaine. À ce niveau, voilà, je vous fais confiance. Vous savez apprendre, découvrir un domaine du général au particulier au fur et à mesure. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est que quand il s'agit du handicap, c'est pas une connaissance, c'est quelque chose, voilà, qui s'applique à des personnes humaines. Et en ce moment-là, il y a une règle d'or qui émane même des personnes handicapées et qui, à mon avis, fait sens. C'est que
pour nous et avec nous. Ça veut dire qu'il est important que vous ne vous limitiez pas à la technique, à la connaissance technique, à ce qu'on vous en dit, mais il est important que vous allez vraiment à la rencontre des personnes handicapées, si vous n'avez pas la chance, en tout cas, d'en avoir dans votre entourage, allez vers eux. Les associations, c'est bien, mais ne vous limitez pas à cela. Essayez d'avoir des contacts directs avec eux. Cela vous permettra, d'en savoir plus. Et je sais que chez Bartek, on essaie de matérialiser ça de manière concrète, c'est que chaque client est associé à plusieurs personnes handicapées qui testent, qui valident au-delà de notre expertise. L'équipe est constituée à moitié de personnes en situation de handicap. Et personnellement, j'ai beaucoup d'amis en situation de handicap qui ne sont pas mes amis parce qu'ils sont handicapés. Mais c'est pour dire que ça peut aussi aider, quoi. Bon, super. Moi, je vais quand même donner ma propre réponse. Qu'est-ce que j'ai fait aussi à PSB et tout autour de l'handicap? Déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'associations dans le 13e arrondissement qui sont pour les personnes atteintes porteuses de handicap et qui sont proches de PSB. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais au sein de PSB, moi, par exemple, je suis ambassadeur manager technologique. Mon rôle, c'est de m'occuper d'un robot et du coup, de représenter l'école avec. Sauf qu'en fait, il n'a pas servi à grand-chose. Mais en fait, je ne l'ai pas réduit que à cette fonctionnalité. Par exemple, j'aimerais bien avec je crois que c'est Monsieur Monluy qui gère le robot, par exemple créer un programme qui, par exemple pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes qui parlent la langue des signes, s'ils veulent postuler, admettons, à PSB, justement faire un programme avec Paper. Donc Paper, c'est un robot qui fait à peu près 1m30, 1m40. Alors que Nao, c'est un petit robot. Et du coup, avec Paper, justement faire un système qui permet de reconnaître la langue des signes et justement, par exemple, comme l'avait dit Monsieur Antoine, apprendre les 50 premiers signes, mais malheureusement, très peu de personnes. J'avais appris le langage des signes pour mon frère, mais malheureusement, heureusement, il a réussi à parler et j'ai pas continué à apprendre ce langage-là, mais par exemple, il y a aussi des problématiques qui se posent. Si demain, il y a un étudiant en PSB qui commence à me parler en langue des signes, comment je fais pour communiquer avec lui? Et justement, c'est pour ça qu'on va mettre en place le robot. Aussi, j'ai fait d'autres petits projets. Par exemple, je suis en train de développer une application avec un professeur, Monsieur Charles Pérez, je crois, sur du coup une application inclusive pour mon petit frère qui permettrait de mieux s'orienter dans son environnement. Et sans doute, j'ai réalisé plein d'autres projets et je suis super content de les faire. Je vais peut-être passer à une question un peu peut-être moins humanitaire, plus entrepreneuriale. Du coup, pour continuer sur si on veut créer une entreprise de handicap et tout, souvent il y a des levées de fonds à faire. Je pense que notamment au niveau de recherche et développement, les coûts doivent être, il y a un sacré coût. Comment on peut lever par exemple une somme sans forcément avoir des actionnaires derrière, parce que des fois quand on fait appel et tout à des actionnaires, c'est un peu des fois eux qui veulent disons guider un peu l'entreprise. Justement, je sais qu'il existe des financements non dilutifs, donc qui est par exemple Pôle emploi, qui par exemple vous injecte de l'argent sans forcément qu'il y ait un retour. C'est vous qui êtes toujours le gérant de l'entreprise. Et justement, c'est ça ma question. Est-ce que vous connaissez des financements non dilutifs sans forcément faire appel à des actionnaires ou à des banques pour créer sa propre entreprise et avoir toujours la main dessus? Oui. Alors ça, c'est une bonne question parce que évidemment, l'argent, ça reste comme le nerf de la guerre pour faire du développement, du déploiement. Donc, c'est pas parce qu'on a levé des fonds qu'on va réussir non plus. Ça, c'est très important. Les médias parlent beaucoup de levée de fonds. Je vais vous citer un ça n'a rien à voir avec le handicap, Blablacar. Blablacar, une des licornes, entre guillemets, françaises. Donc, il doit y en avoir à peine 10 en France, des licornes. Alors, les licornes, c'est quand on lève plus de 100 millions d'euros. Blablacar, je crois, n'est pas encore rentable. Bon, Amazon, on connaît tous Amazon, pour ceux qui achètent en tout cas. Ça a été 96 probablement. Enfin, on a commencé à en entendre parler dans les années 2000, d'accord, pour les moins jeunes d'entre nous surtout. C'était un site où on vendait des livres d'occasion au départ. Et donc pendant 10 ans, en fait, il s'est rien passé, c'était flat, mais les investisseurs ont cru au business model, ils ont attendu pratiquement 10-15 ans. Et en 2010,
ça a explosé. Bon, bah, vous avez vu le résultat en l'espace de 10 ans, ce qui s'est passé. Donc, voilà, ce qui peut se passer, c'est effectivement le fait que l'argent se dilue entre actionnaires et ainsi de suite. Alors moi, personnellement, je connais bien le sujet parce que j'ai investi à titre personnel, à titre privé dans 2 startups en France. Donc, je joue au poker, évidemment, parce que cet argent, il aurait pu être utile à autre chose. Mais bon, c'est une manière de diluer aussi de l'argent à droite et à gauche. Mais sur les fonds précisément dont tu parles, sur le financement dilutif, c'est bien ça. Alors souvent quand on démarre, on fait avec ses propres capitaux, on peut avoir des aides, on peut avoir la famille, on peut avoir des aides en région, au local, donc ça c'est toujours possible, surtout en France. En France, comme on dit, la Startup Nation, il y a quand même beaucoup d'aides. On va pousser effectivement les jeunes à être entrepreneurs, mais attention, il y a quand même un risque, c'est-à-dire que 90% des startups ferment au bout de 2 ans, donc c'est pas la providence en permanence. Donc on a des business angels, voilà, en français, ce sont des investisseurs providentiels qui peuvent amorcer des tickets, d'accord, voilà, selon leur budget, c'est 20 000, 100 000, 500 000 euros. Donc ça, c'est comme ça qu'Ava a démarré, par exemple. Il y a eu quelques personnes qui ont misé sur Ava pour démarrer. Donc c'était il y a 5-6 ans. Et puis après, faut faire attention au cash. Il faut aussi rentrer de l'argent parce que il faut commencer à déployer, à développer. Donc après, vous pouvez faire appel à du crowdfunding, évidemment, qui va impliquer un financement participatif, d'accord. Donc on demande finalement aux citoyens au lieu d'épargner, d'investir. On fait appel à la mobilisation citoyenne. Il y a des fonds de capital investment également, d'accord. Donc c'est plutôt capital risque. Donc il faut du chiffre d'affaires récurrent parce que c'est un signe de traction de marché qui est vraiment très fort, de plus en plus fort. Et après il y a tout ce qu'on appelle les VC, donc venture corporates, ou en français capital investment. Finalement, d'entreprises, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui ont été créés par des grandes entreprises qui vont utiliser en fait leur disponibilité pour investir dans des startups dans le même secteur d'activité. Ça, c'est le financement dilutif. Non dilutif, c'est tout ce qui est avantages fiscaux, avance de crédit, prêt et le love money. Est-ce que, du coup, question à ceux qui nous regardent, on est presque 150, ça me fait super chaud au cœur. Merci encore à ceux qui se sont occupés de la communication. Est-ce que vous avez des questions, les spectateurs, ceux qui nous regardent? Sinon, je pense qu'on va conclure. Donc, dites-nous tout. On va attendre 30-40 secondes et s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien conclure en faisant un petit jeu avec vous, si possible. Et en attendant les autres questions, il y a un sujet sur lequel on n'a pas assez parlé et sur lequel j'aimerais bien qu'on parle. Parce que voilà, c'est le lien entre le handicap et la technologie. Parce que pour moi, l'objet de cette session, c'est aussi de pouvoir sensibiliser, inspirer, voilà, pour que on continue tous à être des acteurs de l'inclusion des personnes handicapées via la technologie. Et à ce niveau, et ça coïncide avec un autre sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui le maître mot en termes d'innovation. Il y a bien sûr d'autres choses qui viennent compléter cela. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, comme le disent les spécialistes, on est vraiment à l'ère où on y sera bientôt à l'ère de l'intelligence ambiante. Ça veut dire qu'on va vers un monde où tout sera intelligent. Le frigo sera intelligent, la machine à laver sera intelligente. Tous ces objets-là pourront parler, pourront voir, pourront même comprendre grâce à l'intelligence artificielle. Et en ce moment-là, je pense qu'il est important qu'on sorte des chantiers battus et que même on essaie d'imaginer, de créer un autre monde encore plus inclusif que pour les personnes handicapées. Et ça, c'est un défi que je vous lance et que je me lance à moi-même parce qu'il y a aujourd'hui un décalage entre ce que permet l'innovation technologique et le support d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'informatique, le téléphone et les ordinateurs, ils étaient pensés pour l'informatique logique. Aujourd'hui, on est à l'ère où l'informatique, la technologie a dépassé cela. Vous voyez? Donc, peut-être même qu'il y a d'autres choses à envisager, d'autres choses à imaginer.
Et c'est là où l'innovation technologique peut être décisive, parce qu'elle vient rendre des choses jusque-là impossibles possibles. La technologie, comme je disais, nous permet de voir. Ça veut dire qu'à travers ça, on peut rendre la vue aux personnes handicapées. La technologie nous permet d'apprendre. Un cas pratique, c'est AVA. La technologie nous permet de comprendre. Donc, peut-être que là aussi, il y a des choses à imaginer pour les personnes déficientes intellectuelles. On n'en a pas parlé. Et voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur cela, sur le fait que vraiment la technologie nous offre l'opportunité vraiment de révolutionner la vie des personnes en situation de handicap. Et voilà, donc il faut qu'on puisse joindre les deux bouts, c'est-à-dire notre connaissance de la technologie et de l'innovation, notre connaissance du besoin des personnes handicapées, et qu'on puisse regrouper les deux vraiment pour révolutionner leur vie. Parce que la promesse de la technologie depuis le début, c'était celle-ci, c'était de permettre aux personnes handicapées de faire ce qu'elles ne pouvaient pas faire jusque-là. Cette promesse, elle n'est pas tenue jusqu'au bout parce qu'on n'assure pas toujours l'accessibilité numérique des sites, des applications, des produits numériques. Mais si on fait tout pour que la promesse du numérique soit tenue, on peut vraiment révolutionner la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est des choses qui seront bénéfiques pour tous. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire aussi sur ce point qui me semble particulièrement important. Je propose qu'on finisse avec un petit jeu. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'est le handicap, voilà, le petit jeu, c'est ça, c'est un crayon. Hop là. Et ma question, c'est, ok, est-ce que cette partie de ce crayon est cassée? J'invite aux intervenants, aux spectateurs de participer. Est-ce que vous pensez que ce crayon, il est cassé? Monsieur Messa, Antoine. Encore servir. Il peut encore servir. Monsieur Antoine? Il faut le tailler. Il faut le tailler. Vous me direz? Est-ce qu'il est cassé? Non, je pense qu'il n'est pas cassé. Salomé? Effectivement, il faut le tailler. Bon, il y a pas, je pense pas qu'il y a de bonnes ou mauvaises réponses. Ce qui s'est passé, en fait, ce petit bout de crayon qui a l'air qu'il faut tailler, qui est cassé, en fait, pour moi, c'est un peu comme l'handicap de mon frère, qui, comment dire, en fait, on l'a diagnostiqué à 90%. On m'a dit, en gros, qu'il ne pouvait jamais parler, de belles choses et tout. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comme avec ce crayon, si on ne se donne pas la peine de le tailler, et en fait, rien ne va changer, en fin de compte. Si derrière mes parents ne s'étaient pas battus, ou même moi, parce que c'est pas facile, handicap, mais on s'est battu, mon frère n'aurait jamais parlé, n'aurait jamais marché, et je suis d'ailleurs très très fier de m'être battu. Et c'est même pour tout ce que vous entreprenez, c'est un conseil aux étudiants, n'attendez forcément rien des autres. Disons, taillez-vous vous-même, et du coup, c'est comme ça que vous pourrez resservir. Et je suis vraiment super content d'avoir fait cette métaphore. Mais je suis pas aussi content pour cette conférence qui à mon avis, porte un nouveau regard sur le handicap. J'espère qu'on a sensibilisé quelques étudiants de PSB. Si j'en ai sensibilisé au moins une quinzaine, vingtaine, c'est déjà ça. On est 135, c'est un super chiffre. Je pensais pas. Moi, je pensais honnêtement qu'on allait être au maximum 30, 40, hein, si les gens voulaient donner la peine. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je remercie très chaleureusement, encore une nouvelle fois, Salomé, Monsieur Antoine, Monsieur Charles Messa, Monsieur Ndiaye, pour votre... déjà, vous avez consacré énormément de votre temps, c'est super génial. Si j'invite aussi aux étudiants, si vous voulez échanger avec moi et tout, il n'y a pas de souci, hein, je suis là. Je remercie PSB, surtout notamment les professeurs d'administration et même les associations et les étudiants de m'aider dans les projets comme ça. On ne se sent pas vraiment seul parce que sans le handicap, c'est pas facile. Et surtout, pour venir avec le robot, PSB, elle m'a offert la possibilité de développer un robot. Et du coup, maintenant, j'utilise ce robot ce robot qui permet de communiquer avec mon petit frère. Parce que mon petit frère ne me parle pas, mais il parle justement au robot, ce qu'avait dit Monsieur Messa. Et justement, c'est comme ça qu'il progresse. Et j'aimerais bien ouvrir une entreprise dans le handicap pour, disons, comment dire, pas forcément enlever le mot handicap, mais disons combler les trous et ressortir que le positif.
Et justement, je pense que je vais y arriver. En tout cas, les intervenants m'avaient donné vraiment beaucoup d'énergie positive pour que je me lance dans ce projet-là. Merci beaucoup. Alors, je vais conclure et moi aussi, je vais apporter mon mot de la fin. Un grand merci pour vos interventions, pour vos présentations et pour le temps que vous nous avez accordé. Je me suis donné plusieurs missions. Je pense que je vais apprendre au moins les 10 premiers signes basiques pour pouvoir être capable de communiquer. Il y en a 50. Il y en a 50, c'est vrai. On commence par 10, on se met des petites étapes. Et un grand merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Et j'espère, grâce à vos projets, enfin j'en suis même intimement convaincue, il y a des gens qui font de leur passion et de leur conviction un métier. Et grâce à vous, la société est plus inclusive, plus humaine, et ça fait vraiment du bien. Et je pense que ça, c'est un message à faire passer absolument aux futurs managers et manageuses de demain. Voilà. C'est le mot de la fin. Vous avez beaucoup de remerciements dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci et puis au plaisir d'échanger à nouveau si l'opportunité se présente. Merci à vous tous pour l'organisation. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.